Bonjour Jonas Haddad. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1. Un hommage était rendu ce matin à Montauban au sergent-chef Florian Montorio, tué samedi dans une embuscade au sud Liban. Une attaque attribuée par la France et l'ONU au Hezbollah. Je vous propose d'écouter Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui ce matin dénonçait donc la responsabilité du mouvement chiite. Il était l'invité de nos confrères de France Info. S'agissant des circonstances de leur décès, eh bien, nous l'avons dit, c'est au cours d'une embuscade qu'ils ont été pris pour cible. Ils ont succombé à leurs blessures. Tout laisse à penser que la responsabilité de ce crime incombe au Hezbollah. Nous avons exigé que les responsables de cet acte odieux puissent être arrêtés et traduits devant la justice. Et les autorités libanaises nous ont assuré qu'elles donnaient la priorité la plus élevée à cette enquête. Jean-Noël Barrot sur France Info. Hier, la France a perdu donc un soldat français de la Finule au Liban, le caporal-chef Anissé Girardin, mort des suites de ses blessures. Il avait été blessé samedi dans la même embuscade. Jean-Noël Barrot qui a également parlé de crimes de guerre en ce qui concerne ces deux soldats français de la Finule qui ont été tués ce week-end. Bon, d'abord, rendre hommage à votre micro au caporal-chef Girardin et à sa famille. Deuxièmement, quand même, prendre acte de l'évolution de nos rapports et du durcissement qu'il peut y avoir dans nos relations avec un certain nombre de factions libanaises qui sont des factions terroristes. J'ai vu un certain nombre de responsables politiques utiliser au sujet du Hezbollah le terme de combattants. Ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des résistants, ce sont des terroristes dont l'objectif est d'abattre bien évidemment les pays qui sont autour d'eux, mais également tout ce qui est de près ou de loin perçu comme étant l'Occident. Et je sais que par le passé, un certain nombre de personnes, notamment à gauche ou au centre-gauche, avaient des tolérances en se disant finalement avec le Hezbollah on peut discuter. Et moi j'ai l'habitude, en tout cas au sein de la droite républicaine, on a l'habitude de considérer que ceux qui veulent tuer nos soldats, on ne discute pas avec eux. Et donc j'espère que ce sera un rappel pour la suite que ces gens-là ne sont pas des interlocuteurs ni fiables, ni même envisageables. Lorsque 2 soldats français de la Finule sont tués, lorsque 3 soldats français en service sont tués depuis le début de cette guerre menée contre le régime islamique d'Iran depuis le 28 février dernier, est-ce que vous considérez que la France est engagée dans ce conflit, que la France est en guerre ? Malheureusement, dans ce conflit, nous n'avons rien déclenché. Mais j'ai l'impression que ce sont plutôt nos ennemis qui nous déclarent quelque chose qui s'assimile à une forme un petit peu hybride de guérilla pour l'instant. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, le chef des armées, qui est le chef de l'État, a depuis des mois et des mois joué l'apaisement vis-à-vis de ce conflit en expliquant bien que nous n'étions pas des co-belligérants, mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas des co-belligérants que nous devons être des passifs, mais surtout des cibles potentielles. Souvent, dans le temps de la guerre, on dit que si vous n'êtes pas en mouvement, la cible, c'est vous. Voilà. Et donc, il faut qu'on soit en mouvement pour démontrer que la France n'est pas totalement absente des discussions et que les gens dans cette région sachent que lorsqu'on s'attaque à un soldat français, la République peut être brutale, voire violente. Le langage du Proche et du Moyen-Orient, surtout en ce moment, c'est pas le langage de la faiblesse. Ça veut dire que la stratégie, le positionnement de la France, compte tenu effectivement qu'aujourd'hui le compteur a bougé, que 3 soldats au total français ont été tués depuis le début de cette guerre, la stratégie, le positionnement de la France doit changer ? Le positionnement de la France doit changer, c'est-à-dire qu'il faut retrouver ceux qui sont à l'origine de l'assassinat de nos forces armées, en tout cas des 3 personnes, et il faut leur faire comprendre que ça ne peut pas rester impuni. Tout simplement. Pourquoi est-ce que ça, on ne l'entend pas aujourd'hui de la part du chef de l'État, on ne l'entend pas aujourd'hui de la part du ministre des Armées, de la ministre des Armées ? Parce qu'ils sont dans un exercice d'équilibriste diplomatique, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas en responsabilité. Ce que je vous dis simplement, c'est que les Français commencent à en avoir assez de voir tomber des soldats au combat pour des gens qui, en fait, n'ont que mépris pour nous, puisque tout ce qui est de près ou de loin l'Occident leur est en détestation. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus ferme, ou en tout cas que notre puissance, qui est souvent affichée par le chef de l'État, qui aime bien faire des démonstrations de puissance, bien, elle soit effective. Parce qu'il n'y a rien de pire que la démonstration de puissance qui en fait n'est pas effective
Après, on ne vous croit pas. Regardez, quand Donald Trump parle de déclencher le feu nucléaire et la puissance de feu, et qu'il ne le fait pas, après, on le prend moins au sérieux. Donc nous, quand on attaque nos soldats, il faut qu'en face, les gens sachent que ça va être très dur pour eux. Donc il faut le faire vraiment. Ça vous interroge le fait que ni l'adjudant-chef Arnaud Frion, tué à Erbil, ni le sergent-chef Florian Montorio, tué au Liban, n'aient eu d'hommage rendu aux invalides, contrairement à ce qui avait pu être fait pour des soldats français tués notamment en Afghanistan ? Je ne sais pas vous dire. Je suis pas militaire ni responsable politique dans le domaine de la défense. Je connais pas la hiérarchie de ce genre de sujet-là. Donc moi, quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. C'est vrai que ça peut interroger, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a présidé à cette décision. Dans l'actualité également, j'aimerais qu'on aborde également l'actualité nationale, s'il vous plaît. On va revenir en France avec Bruno Retailleau, qui était en déplacement aujourd'hui à Nanterre. Le patron des Républicains, candidat désormais à la prochaine élection présidentielle, s'est rendu dans le quartier Pablo Picasso, plaque tournante du trafic de drogue et épicentre des émeutes de l'été 2023. Il y a dévoilé une partie de son programme pour lutter contre le narcotrafic. Bruno Retailleau dit notamment que, comme Al Capone, il faut frapper les narcotrafiquants au portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, ce ne sont pas des petits voyous, ce sont des capitalistes du crime organisé qui tiennent dans leurs mains des quartiers entiers dans lesquels certains de nos concitoyens, la plupart d'entre eux, sont des victimes de ce train de vie. Vous vous souvenez, le chef de l'État avait parlé de son grand plan pour Marseille. Et en même temps qu'il avait fait son grand plan pour Marseille, on voyait des images hallucinantes dans un pays comme le nôtre, qui est une des grandes puissances mondiales, de checkpoints à l'entrée de certains quartiers à Marseille. Est-ce que notre pays est condamné à la mexicanisation ? Nous ne le croyons pas. Et nous pensons qu'on ne peut pas se réfugier derrière le fait de faire des plans. La réalité, c'est qu'il faut reprendre la main politiquement, d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue économique dans ces quartiers, et leur expliquer que le business est terminé. Parce qu'à un moment, si nous laissons des enclaves si grandes aujourd'hui s'installer dans notre pays, il sera trop tard. Alors j'entends parfois des gens dire « Ah on n'a qu'à mettre l'armée ». Eh bien, peut-être évitons d'arriver jusqu'à cette extrémité, puisque je rappelle, on avait la conversation juste avant, que être dans l'armée, être un militaire, c'est de tuer sur ordre, donc c'est quand même pas rien. Et donc si on veut éviter d'arriver à ce niveau-là, si on veut faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse libérer tous ces quartiers de cette emprise mafieuse, il faut qu'on tape au portefeuille, puisque ce sont des réseaux structurés qui ne sont pas que des petits voyous. Oui, mais taper au portefeuille, ça coûte cher et ça va jouer sur le portefeuille aussi des Français. Ça demande des moyens considérables. Lorsque Bruno Retailleau parle de contrôler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les entrées, les sorties dans ces zones, on fait comment ? On ne fait que nous dire en ce moment qu'on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent pour baisser les taxes des carburants notamment. Donc concrètement, on fait comment ? On réalloue des priorités. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui, effectivement, ne pourront plus être maintenues. On peut en parler sur là où il y a des économies à faire, et je vous assure que nos auditeurs savent très bien toutes les gabegies qu'il peut y avoir dans ce pays. Et on remet les moyens là-dessus. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucune parcelle du territoire qui ne peut être laissée dans les mains de trafiquants qui sont des grands voyous. Quant à la question de la faisabilité, eh bien c'est très simple. On se pose la question, comment c'est possible qu'aujourd'hui il y ait des checkpoints dans notre pays qui sont tenus par des dealers, des narcotrafiquants qui filtrent les entrées. Donc on se poserait la question de savoir si nous on peut le faire, c'est-à-dire la force légitime, c'est-à-dire la force de la République, là où les voyous arriveraient à le faire. Donc l'idée c'est de libérer ces territoires, et pour libérer ces territoires, il y a le verrou judiciaire qu'il faut lever, c'est-à-dire en gros pouvoir accorder des moyens effectivement à des parquets qui soient équipés pour le faire. Comme lorsqu'il y a des sujets qui sont liés au terrorisme, eh bien on met ça en priorité parce qu'il y a une grande menace aujourd'hui et que c'est en train d'arriver à un point de bascule. Mais là, c'est tout. Vous écoutez, c'est tout le modèle qu'il faut changer en fait. Oui, parce que sinon il sera trop tard. Voilà, on est aujourd'hui à un point de bascule. Donc soit on met aujourd'hui des moyens certains, soit demain ce ne sera pas des moyens certains, ce sera l'entièreté du système qu'il faudra revoir. Et moi je préfère qu'on reste dans les bornes de l'état de droit tel qu'il est aujourd'hui, que demain, il y ait des affrontements qui soient beaucoup plus violents. Écoutez, on a quand même eu dans ce pays des émeutes urbaines, et tout le monde sait, notamment les rapports l'ont établi, que les récentes émeutes urbaines, pour certains ont déjà oublié,
le calme est revenu lorsque les narcotrafiquants ont demandé que le calme revienne. Est-ce que c'est normal que nous soyons à la merci, en France, de la décision de narcotrafiquants? Donc, soit on perce l'abcès aujourd'hui, soit il sera trop tard. La campagne présidentielle a déjà commencé pour Bruno Retailleau ? Ah bah oui, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé avec l'annonce aussi d'un meeting qui aura lieu le 20 juin au Parc Floral. Et l'objectif, c'est avant le 20 juin et avant l'été, en réalité, de dégrainer un certain nombre de propositions pour sortir de ce que nous appelons l'impossibilisme. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voulez faire une réforme, que ce soit en matière judiciaire, en matière financière, économico-sociale, on vous dit, ça va être compliqué. Et là, ça va être difficile. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer notre méthode pour sortir de l'impossibilisme. Eh ben, vous allez nous en dire quelques lignes, quelques mots dans un instant, dans la suite des grands entretiens d'Europe 1 Info. La suite d'Europe 1 Info, les grands entretiens politiques avec Mickaël Dorian jusqu'à 15h. C'est dans un instant pour ce dernier quart d'heure d'émission avec notre invité, Jonas Haddad, porte-parole des Républicains et vice-président de la région Normandie, 14h44 sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. Très bel après-midi, c'est la suite d'Europe 1 Info, les grands entretiens politiques avec Mickaël Dorian jusqu'à 15h pour cette dernière partie d'émission avec notre invité Jonas Haddad, porte-parole des Républicains et vice-président de la région Normandie. La campagne pour la présidentielle de 2027 a déjà commencé pour Bruno Retailleau. On en parlait il y a quelques instants. Un meeting sera organisé prochainement, c'est ce que vous nous disiez, au Parc Floral de Paris. Quelles seront les grandes lignes aujourd'hui de ce programme qui sera présenté par Bruno Retailleau, qui a été donc désigné officiellement candidat par le parti Les Républicains le week-end dernier? Alors Bruno Retailleau, tout le monde le connaît sur l'aspect régalien, on en a dit un mot sur la lutte contre le narcotrafic et la régulation de l'immigration. Mais il est en train d'égrener aussi depuis quelques semaines un programme puissant en matière de justice sociale. Ce que j'appelle la justice sociale, c'est simplement de rendre aux actifs le fruit de leur travail. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un actif, l'État perçoit beaucoup trop d'impôts, beaucoup trop de taxes, beaucoup trop de charges par rapport à ce qui revient dans votre portefeuille à la fin du mois. Et donc ce que nous voulons faire, c'est mettre en place un système dans lequel, à la fin de l'année, vous percevez un 13e, voire un 14e mois en plus, en baissant tout simplement les taxes qui pèsent sur le travail. Parce qu'aujourd'hui, et moi je le comprends, quand les gens disent aujourd'hui « Oh, on va se contenter de faire le minimum, on va travailler quelques heures et puis ça ira très bien » parce qu'il n'y a aucun intérêt à travailler davantage. Deuxième proposition que nous faisons dans le cadre du travail, c'est de créer un compte social unique dans lequel, comme vous avez votre numéro fiscal, vous avez votre compte social et vous n'avez pas le droit de recevoir davantage que 70% du montant du SMIC en aide. On plafonne toutes les aides à 70% du SMIC. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que ceux qui ne sont pas au travail soient incités à retourner au travail. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais, puisque, encore une fois, et ça, ce sont des chiffres très clairs, très nets, très précis, en Europe, nous sommes l'un des pays qui travaille le moins. Et donc, comme on travaille le moins, eh bien, tout le monde en pâtit. Donc, voilà, ce sera le deuxième sujet qu'on mettra en place, c'est à la fois comment on maîtrise le régalien et comment on fait en sorte que demain, on rende aux actifs le fruit de leur travail. Vous savez, c'est la figure bien connue de Nicolas. C'est Nicolas qui paye, celui qu'on assomme de taxes, de normes et qui doit travailler pour financer ceux qui ne travaillent pas. Et donc, on sera du côté des Nicolas. C'est Nicolas qui paye et ce sont des sujets qui avaient été mis sur la table également par Nicolas Sarkozy il y a déjà une vingtaine d'années. On se souvient, pour faire référence à la première proposition dont vous parlez, ça peut évidemment faire penser aussi à la défiscalisation des heures supplémentaires en France qui avait été proposée à l'époque par Nicolas Sarkozy. C'est vrai, mais entre-temps, d'abord, le pays et le monde a changé. Oui. D'abord, le monde a changé parce que les autres pays autour de nous travaillent beaucoup plus et ils sont devenus beaucoup plus productifs. Je rappelle souvent qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, la France avait un très bon taux de productivité. Donc on pouvait travailler moins parce que notre productivité était importante. Aujourd'hui, notre taux de productivité a baissé, c'est-à-dire qu'en termes d'heures travaillées, on produit moins de valeur. D'accord, par rapport à nos voisins. Donc il faut qu'on augmente le volume de travail. Donc c'est-à-dire qu'il fallait travailler plus à l'époque de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il faut travailler encore plus. Mais oui, parce qu'en fait, malheureusement, et nous avons pris beaucoup de retard avec le quinquennat de Hollande et les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, dans lequel nous avons décroché par rapport au reste de nos voisins. Et ce décrochage, il a des conséquences sur notre dette, parce que comme nous ne sommes plus productifs et compétitifs, eh ben, comment on fait pour financer notre modèle ? On emprunte de la dette. Donc en fait, tout ça est un cercle vicieux qu'il faut casser. Et pour casser ce cercle vicieux, il faut que le travail paye.
toujours plus que l'assistanat. Qu'en est-il de ceux qui pensaient, avant notamment l'élection de ce week-end, enfin la désignation de Bruno Retailleau ce week-end par votre parti, qui pensaient que une primaire ouverte et élargie aurait été un meilleur choix, et qu'aujourd'hui la droite peut-être va se retrouver peut-être divisée? Écoutez, moi je pense qu'il faut d'abord respecter la démocratie dans un parti politique. Quand vous êtes adhérent d'un parti et que 75% quasiment des adhérents vous disent qu'ils ne veulent pas de primaire, il faut les écouter. Et puis je regarde aussi ce qui se passe dans les autres partis politiques. J'ai cru comprendre qu'Édouard Philippe ne voulait pas de primaire, que bien évidemment, si on regarde du côté du Rassemblement national, ils ne veulent pas de primaire, que du côté de Gabriel Attal, ils ne veulent pas de primaire. Donc moi je pose souvent la question aux gens qui parlent encore de primaire sur vos plateaux, vous allez le faire avec qui votre primaire ? Alors pas de primaire, mais peut-être un candidat unique quand même. C'est ce que disait tout à l'heure Éric Schall, qui était à votre place, directeur général de l'UDI, qui disait que lui, il aimerait que finalement, à la fin, juste avant la ligne d'arrivée, on se retrouve qu'avec un seul candidat. Ça veut dire une chose, ça veut dire que d'ores et déjà, le sujet de la primaire est maintenant derrière nous. Voilà, et ça, c'est le cas depuis dimanche. C'est-à-dire que tous les grands partis politiques qui pouvaient envisager cela ont close le sujet de la primaire. Maintenant, sur la question de la désignation d'un candidat, nous, notre objectif, c'est d'avoir un candidat qui est le candidat de la droite républicaine, d'accord, qui a cette vision-là. Et vous voyez que le déplacement de ce matin sur la question du narcotrafic et sur la question de la libération de ces quartiers, de l'emprise des narcotrafiquants, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément porté par d'autres formations politiques qui ont parfois un petit peu peur de ces sujets-là. Donc on va faire entendre notre voix singulière jusqu'à l'élection présidentielle qui est le seul juge de départage. Une élection, c'est le moment dans lequel on fait le départage entre les différents candidats. Écoutez ce que disait ce matin sur Sud Radio Robert Ménard sur ce sujet. Moi, j'ai plaidé depuis des années et des années pour l'union des droites, mais ça va. Au bout d'un moment, l'entêtement, ça finit par être de la connerie, quoi, tu vois. Parce que jamais ils se mettront d'accord. Ils sont même pas foutus de se mettre d'accord sur la méthode. Alors, pour se mettre d'accord sur un nom... L'idée de Laurent Wauquiez de faire de Knafo à Gérald Darmanin, ça vous séduisait? Dans l'absolu, oui. Mais ils ne seront pas d'accord. Deux, vous les voyez se ranger comme un seul homme derrière celui qui aurait gagné. Parce que le principe d'une primaire, c'est on se met tous autour de la table, on vote, on décide. Celui qui gagne, on est d'accord avec lui. Mais ça marchera jamais. Et vous savez pourquoi ça marchera jamais? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle les partis politiques. Il faut aller chercher des gens en dehors des partis. Robert Ménard, alors il nous dit que ça ne fonctionnera pas à cause des partis politiques, à cause de l'ego aussi peut-être. Les égos. Non, je pense pas. Moi, je suis pas d'accord avec ce que dit Robert Ménard. Les militants sont des gens qui choisissent pas en fonction des égos. Les militants ont choisi. Chez Renaissance, ils choisissent d'être avec Gabriel Attal. Chez Horizon, ils choisissent d'être avec Édouard Philippe. Et chez vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Toujours est-il, il dit que ça ne fonctionne pas. Le constat, pour le coup, c'est factuel. Ça ne fonctionne pas. L'union des droites ne fonctionne pas. Mais l'union des droites, moi d'abord, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais cru. Et à côté de ça, comme les primaires, en fait, pour moi, l'union des droites et les primaires, ce sont des exposés de Sciences Po. C'est de la politique fiction. Donc ça occupe les gens. C'est bien, ça occupe les médias, c'est bien, ça occupe Monsieur Ménard, ok, mais la question c'est comment on traite les problèmes des Français. Le reste, objectivement, et alors quand je le disais, on me disait, mais arrête, il faut quand même se pencher sur la question, l'union des droites et les primaires, c'est de la politique fiction. La question c'est comment on répond aux problèmes des Français, et c'est pour ça que j'aime bien ce que dit Bruno, quand il dit, Retailleau, quand il dit, je trace ma route, parce qu'à un moment, franchement, si vous pouvez me donner quelqu'un au téléphone qui nous explique « Ah ouais, moi, mon délire dans la vie, c'est les primaires ou l'union des droites », je connais pas. Les gens parlent, en revanche, de pouvoir d'achat, d'insécurité et de tout le reste. Alors, c'est tout le reste, enfin, franchement, hein, moi j'adore la politique, mais il ne faut pas faire de la tambouille, quoi. Dernier sujet que je souhaitais aborder avec vous, Jonas Haddad, à Paris, près de 40 000 livreurs, souvent précaires, alimentent un modèle économique de plus en plus contesté par d'autres chiffres. Jusqu'à 98% de ces livreurs seraient des immigrés, parfois sans statut illégal. Aujourd'hui, plusieurs associations ont décidé de porter plainte contre ces plateformes de livraison, comme Uber Eats et Deliveroo. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui face à un modèle économique qui dépend structurellement de cette immigration précaire et la plupart du temps illégale? D'abord, pour une plateforme,
comme pour un restaurant, avoir recours à l'immigration illégale, c'est de l'esclavage moderne. Et c'est le cas notamment dans ces plateformes-là, puisque ce n'est pas le cas pour toute la restauration, mais dans les plateformes où vous avez plus de 90% des gens qui sont des travailleurs clandestins qui ne devraient pas être sur les plateformes, c'est de l'esclavage moderne. Et moi, j'ai d'abord et avant tout une pensée pour ces gens qui viennent en France, qui y voient l'Eldorado et qui finalement terminent sous la pluie à pédaler pour aller livrer ceux qui sont installés confortablement dans leur canapé. Exploités par des réseaux. Aujourd'hui, on parle de réseaux de personnes qui créent des comptes sur ces plateformes et qui louent leurs comptes à des sans-papiers pour leur permettre effectivement de pouvoir travailler sur ces plateformes. Mais là où j'en veux beaucoup à un certain nombre de politiques, notamment de gauche, c'est de ne pas contester cela. Parce qu'on vous dit, vous savez, c'est Manon Aubry ou tous les autres qui vous disent « Ah oui, mais alors, si les immigrés n'étaient pas là, comment vous feriez pour vous nourrir ou pour manger ?» Mais quelle est cette vision esclavagiste du monde ? Ces gens-là ont droit à une dignité et ils ont le droit de postuler pour être légalement sur notre territoire. S'ils le sont retenus, eh bien, ils seront légalement et ils travailleront, ils seront payés correctement. Pardonnez-moi, Jonas Haddad, mais est-ce que les gens de gauche là-dessus sont le seul problème ? Parce que clairement, tout le monde est au courant. Je disais tout à l'heure qu'un film sur ce sujet était sorti en 2024. Pour que le cinéma, ce film, c'est l'histoire de Souleymane. Voilà. Pour que le cinéma s'y intéresse, le film est sorti il y a 2 ans. C'est que tout le monde est au courant. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne ferment les yeux sur ce sujet ? Alors, non seulement il y a eu un film, mais ce film a été acclamé par tout cet écosystème culturel autour du cinéma qui, pour le coup, pleure des larmes de crocodile. Et même, je vais plus loin. Il y a une étude d'un certain nombre de plateformes qui a démontré de quelle accointance politique sont les utilisateurs de ces plateformes. Surprise, ceux qui utilisent le plus les plateformes de livraison à domicile sont des gens qui ont une obédience de gauche. Ça veut dire qu'on est dans l'hypocrisie la plus totale. Et vous pouvez vérifier ce que je vous dis. On est dans l'hypocrisie la plus totale. Et donc, bien évidemment, comme sur la question du narcotrafic, comme sur la question de l'immigration légale ou illégale, il faut qu'on ait la plus grande fermeté sur ces plateformes pour que les personnes qui utilisent ces ressources humaines qui sont en situation illégale soient fortement sanctionnés. Et si les petits bobos de centre-ville n'ont pas leur sushi en temps et en heure, et ben tant pis pour eux et qu'ils aillent pleurer ailleurs, parce que là sera la vraie solidarité, c'est-à-dire de respecter la dignité de chaque être humain qui rentre dans notre pays, quelle que soit la façon dont il est rentré. Parfois dans des conditions qui sont très dures, notamment en passant dans des canaux de sauvetage. Vous imaginez ces pauvres gens qui sont dans des canaux de sauvetage, qui se retrouvent après sous la pluie, à devoir livrer des gens qui ont de la commisération pour eux, mais qui en réalité jamais profitent de la misère humaine. Vous n'avez jamais commandé sur une plateforme de livraison, Jonas Haddad ? Ça vous est jamais arrivé ? Je vais vous dire la vérité, ça m'est arrivé. Et lorsque j'ai vu notamment le film dont vous parliez, et j'ai vu récemment aussi la pièce de Michalik qui s'appelle Passeport, eh bien, c'est des déclencheurs. Il y a une prise de conscience. Oui, et je pense que c'est important que politiquement, on essaye d'éviter ce genre de système. Merci Jonas Haddad.